Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler aujourd'hui de deux choses. Dans un premier temps, on parlera de la mort du président René Préval et aussi de la mort de notre collaborateur Diodams. Pour en parler, on a avec nous sur le plateau le professeur, l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, le journaliste et aujourd'hui homme politique Clarence Renoir avec nous. Et dans un second temps, on parlera des résultats obtenus dans le cadre des recherches réalisées par l'OBMEC. Professeur Jacques-Édouard Alexis, bonjour, bienvenue. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, je suis très heureux d'être à Radio Métropole et à Télévision Métropole, à Télémétropole, en cette occasion pour parler à la fois, comme vous venez de le dire, d'une part de la mort du président Préval et de l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. C'est ça. Merci, professeur. Clarence Renoir, bonjour. Merci d'accepter de répondre à quelques-unes de mes questions ce matin. C'est avec plaisir, Wendell, merci. Et aussi de pouvoir parler et surtout de pouvoir partager un plateau de télévision avec le professeur Jacques-Édouard Alexis, et quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. Plaisir et honneur. Honneur, tout à fait. D'accord. Alors, le président Préval d'abord, vous avez été surpris d'apprendre la nouvelle, professeur? Effectivement, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de mon ancien président, le président Préval, que j'ai accompagné en deux occasions, comme Premier ministre et comme ministre. J'étais à un restaurant au bas de la ville, alors que je déjeunais. C'est à ce moment-là que le journaliste Robertson Alphonse est venu me voir. C'est lui qui m'a annoncé cette triste nouvelle. Donc, inutile en fait de vous dire que j'ai été consterné, comme je viens de le dire tout à l'heure, par l'annonce de cette nouvelle, parce que je ne savais pas que le président Préval était malade et pour aller jusqu'à la mort. Et vous avez appris la nouvelle comment, Clarence? À la radio. J'écoutais la radio et aussi sur les réseaux sociaux. Quand on m'a appelé pour me dire ça, j'ai tout de suite branché une station de radio, je ne me souviens plus laquelle. J'ai entendu ça, je ne pouvais pas croire. Et ensuite, j'ai vérifié auprès de quelques personnes qui ont confirmé la nouvelle. Effectivement, on ne savait pas qu'il était malade. Moi, je l'avais croisé de loin le 7 février dernier à l'investiture du président Jovenel Moïse. Il était au Palais National, je l'ai vu passer en bonne compagnie. Son épouse était avec lui, ses agents de sécurité aussi. Et j'étais là, je l'ai vu passer. Il avait la forme, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'étais en mission à l'étranger et je regardais l'investiture à la télévision du nouveau président Jovenel Moïse. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le président Préval présent à cette investiture en compagnie de son épouse. Donc, il me paraissait en forme. Dites-nous, messieurs, le président Préval est présenté comme un exemple de l'humilité et de simplicité. Vous partagez ce point de vue, cette opinion, professeur? Je pense que ce n'est pas un homme compliqué. C'est un homme qui a voulu toujours se faire humble, modeste. Et donc, il n'a pas cherché à se présenter comme quelqu'un qui arrive au pouvoir, comme un parvenu au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui est resté lui-même. D'après, en fait, ses amis ont toujours dit « Ah, c'est tyranné ». Donc, il est comme ça, il est comme il a vécu. Donc, il est mort comme il a vécu. Il est mort comme il a vécu. Clarence, en tant que journaliste, je n'ose pas dire en tant qu'ancien journaliste, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir dans la pratique du métier, évidemment, avec le président Préval? C'est un homme difficile à interroger, d'abord. S'il ne veut pas, personne ne peut lui arracher un témoignage, un mot, une expression, une opinion. Il est très hermétique. C'est le moins qu'on puisse dire comme journaliste, parce que le journaliste a besoin de quelqu'un qui parle, qui puisse dire quelque chose, une phrase, mais pas lui. Il avait la formule, par contre, des petites phrases, des petits mots
choquants ou des petites formules comme Najib Sotti ou bien ou encore Passé Pram ou bien Al Taba, etc. Donc autant de petites expressions mais qui énigmatiques parce qu'on ne pouvait pas deviner ce qu'il y avait derrière, ce qu'il voulait dire vraiment, ce qu'il voulait dire derrière ces petites expressions-là. Alors deux temps pour moi, comme deux temps de son pouvoir, si vous voulez, c'est la simplicité, un modèle de simplicité. Je ne pense pas qu'il faisait croire qu'il était simple ou humble, il l'était. C'était son être, pas le paraître. Mais pourquoi, Clarence, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi les petites phrases, les phrases laconiques, succinctes, évocatrices de certaines choses, évidemment, retiennent beaucoup plus l'attention que certaines choses, certaines phrases profondes prononcé par René Préval. Un bon exemple rapide. René Préval, à la tribune des Nations Unies, lors de son premier mandat, dit « À quoi bon monter sur Mars s'il y a tant de gens qui meurent de faim sur notre planète ?» Même pas jamais en Haïti commenter ces phrases. Alors que, selon certains observateurs, c'était quand même profond. C'était très profond. Pour qui ça a obligé de monter sur Mars, alors qu'il y a tellement de monde qui a mouru grand goût? Bon, écoutez, à mon avis, c'était à la presse de reprendre aussi. C'était soit à la presse de reprendre cette phrase. Non, à l'époque, on avait repris ça. Et, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, et on a pratiquement oublié. Mais la deuxième chose que je vais dire, c'est pour vous montrer son côté fermé, hermétique. Il pouvait sortir une phrase et après se replier, si vous voulez. C'est que Préval avait une horreur, je dirais quelque part, ou une certaine peur de la communication. Pour lui, toute communication trop poussée pourrait être perçu comme de la propagande. Il avait horreur de ça. Ça, c'est le témoignage que je voulais faire dans un deuxième temps des relations que j'ai eues avec lui comme président de la République. En 1996, l'homme des petites formules, des petites phrases, etc. Et puis en 2006, quand je l'ai rencontré de plus près pour lui parler, parce que j'avais effectué un voyage pour l'agence France Presse avec lui en Argentine, Brésil, au Chili, la tournée ABC et avant son investiture. Et là, je l'ai approché et j'ai compris que c'est quelqu'un qui avait vraiment peur de la propagande, être perçu comme quelqu'un qui faisait de l'autopromotion, qui racontait tout ce qu'il faisait. Souvenez-vous-en, après sa sortie du pouvoir en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les inaugurations qui ont été faites, des routes, des trucs, c'était Préval. Mais il n'en parlait pas. Il voulait garder ça. Il a dit, écoutez, moi, la propagande, j'en ai un peu peur. Voilà. Les petites phrases, il y a de ces petites phrases qu'il a toujours récusées. Moi, il a eu à me dire que jamais il n'a eu à prononcer de tels mots. Je n'étais pas présent, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas témoigner qu'il les avait prononcés. Mais il m'a dit qu'il nageait pour sortir. Il m'a dit qu'il n'a jamais répété. Je ne sais pas où les gens, en fait, ont pu trouver, je dirais, cette déclaration. Lui, il ne l'a jamais fait. Mais quand même, il a dit... Passez chercher. Passez chercher. Non, mais il y a aussi une autre phrase du président Préval. Souffrez un peu, Clarence, on va parler de Dieu Damascène et tout à l'heure. Le président Préval a eu aussi à dire que notre Constitution est source d'instabilité. Oui. Les politiciens ont utilisé cette phrase contre le président. Est-ce que vous pensez que, en dépit de ce que l'on pourrait dire de bon ou de mal ou de mauvais du président Préval, et que la politique haïtienne l'a aussi détruit? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Moi, je ne dirais pas comme ça. Si vous permettez, je prends la question parce qu'il lui était trop proche peut-être pour parler. Mais en tant que journaliste, la politique ne pardonne pas. Les petites phrases ou les phrases, les idées. Moi, je n'ai jamais entendu, par exemple, un candidat dire du bien du programme de notre candidat. Il trouvera toujours à en redire. Parce qu'il fait sa promotion. Parce que ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Donc, quand Préval a dit, le président Préval a dit effectivement la Constitution était source d'instabilité dans le pays, on savait qu'il avait raison, mais on ne pouvait pas à ce moment-là lui donner raison. Ça aurait été lui donner un cadeau politique. C'est la politique, mais tout le monde est au courant. Et après lui, on répète aujourd'hui que la Constitution est effectivement source de problèmes. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Et il avait un franc-parler. C'était son franc-parler. Donc il l'avait dit. Peut-être qu'à ce moment-là, on le soupçonnait de vouloir remanier la Constitution à son avantage pour se perpétuer. En tout cas, un auditeur nous rappelle qu'il a eu à tenir cette parole. Najib Sotti. Oui, alors votre réaction est... Bon, ce que lui, il a voulu dire, à mon avis, c'est comme toute œuvre humaine, la Constitution
n'était pas parfaite et qu'à un certain moment, il pouvait être l'objet d'amendements, de modifications. Donc, et aujourd'hui, c'est ce que, comme vous l'avez dit, on répète à l'unisson que cette Constitution, non seulement elle a besoin d'amendements, elle a besoin d'être réformée. Il y a d'autres personnes qui pensent, il y a des personnes qui pensent qu'on a besoin d'une nouvelle Constitution. C'est une réalité. Or, René avait vu ça très vite, lui. Donc peut-être que, comme il était à un certain moment avec le docteur Louis Roy dans un groupe qui défendait, qui supportait cette Constitution. Ça, c'était avant 87. Avant 87. Bien sûr. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on a voulu opposer ces deux positions, en fait, qu'il a eu à avoir. Alors, une dernière question sur Préval, sur le président René Préval. C'est un commentaire fait par un diplomate en poste en Haïti. C'était sur Métropole. Il s'agit de Ricardo Saint-Enfus, qui avait affirmé haut et fort que le président Préval est le plus brillant des politiciens qu'Haïti ait connu. Je laisse parler Jacques-Edouard Alexis, j'ai mon opinion aussi là-dessus, bien sûr. Bon, je pense que le président Préval s'est montré un politicien, je dirais, pragmatique. Moi, je disais un tacticien politique. Bon, pragmatique, il est peut-être, dans le bon sens du terme, il s'est montré opportuniste. À mon avis, c'est ça la grande réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas commis des erreurs, à mon avis. Donc, mais qui n'a pas commis d'erreurs dans sa vie? Donc je suppose qu'il faut laisser aux écrivains, aux historiens, le soin et le temps d'étudier cette partie de l'histoire haïtienne. Donc là, les présidences du président Préval, et pour essayer de restituer aux générations à venir, les générations montantes, le bilan des résultats, je dirais, de la gestion du pays par le président Préval. Mais il est peut-être trop tôt pour avoir une idée arrêtée, à mon avis, sur... Et surtout objective, dépassionnée. Objective, tout à fait. Moi, vous avez parfaitement raison. Et il faut avoir le courage de dire les choses aussi. Je ne suis pas tenu par, je dirais, un langage politique pour ne pas dire ce que je pense. Monsieur René Préval est l'homme politique, l'homme H, qui a dirigé le pays pendant plus longtemps que n'importe quel autre homme politique après Duvalier. Il faut le regarder comme ça. Deux mandats. Et même, je dirais, il a été, c'est le nom politique de ces 30 dernières années. Avant même la chute de Duvalier, c'est quelqu'un qui a travaillé à la chute de Duvalier. Il était présent dans les coulisses, on ne le connaissait pas, on ne le savait pas, mais si vous lisez son œuvre, même orale, je dirais, vous saurez que Préval, dans sa boulangerie, avec sa boulangerie, il faisait de la politique, il était toujours là, quelque part. Mais sournois, comme il est, un peu réservé, timide, mais fin tacticien politique dans ce qu'il faisait. Donc, c'est quelqu'un qui a une longue vie politique au cours de ces 30 dernières années, et au-delà de sa présidence, de ces deux présidences, qu'il a eu, je dirais, la stratégie, on peut dire ça comme ça, de terminer ses mandats, malgré les soubresauts, les crises qu'il a connues, qu'il a traversées. Si tu permets que je termine rapidement. Mais je crois aussi qu'on doit faire un bilan pour un homme qui a fait 2 mandats, et qui a autant duré, et après qui a voulu installer d'autres présidents, qui a été conseiller d'autres présidents aussi. Qu'est-ce qu'il a réalisé, au fond? À part le maillage routier qui était son œuvre financée par l'Union européenne, il a voulu faire des routes, c'est l'agronome qu'il est, il pense que les routes, etc. Mais qu'est-ce que Préval a réalisé en termes de témoignage de ces 2 ans et les crises que le pays continue à avoir après Préval? Donc il faut effectivement le temps. Moi je pose des questions, je ne juge pas. Il faut effectivement le temps pour nous permettre de porter un jugement objectif, dépassionné. Est-ce que son Premier ministre peut répondre à cette question? Je pense que oui, et le président Préval a amené au pays, je dirais au cours de ces 2 mandats, une stabilité qui était nécessaire au moment. Il faut vous rappeler les conditions dans lesquelles il est arrivé les 2 fois au pouvoir. C'était des conditions plutôt difficiles, puisque c'est, dans un premier temps, c'est après le coup d'État contre le président Aristide, d'une part. Le deuxième temps, c'est après ce qu'on a pu appeler, ce n'est pas la chute, mais je dirais l'exfiltration
le kidnapping en fait, du président Aristide. Donc, il est arrivé, il avait reçu pratiquement un pays qui était en effervescence, je dirais, révolutionnaire, au bord de l'explosion. Il a pu jouer avec beaucoup de... Vous venez de dire tactique, beaucoup de tact, et donc il a pu amener les gens à se parler, à s'entendre, et il a pu créer un environnement qui était favorable à l'arrivée de nouveau, disons en fait, je dirais, au retour du processus démocratique en Haïti. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a contribué. Mais pour quelqu'un qu'on présente souvent comme un taciturne, un silencieux, quelqu'un qui agit dans l'ombre, comment vous avez réussi à travailler avec lui? En quelques mots, professeur. Bon, alors, nous sommes deux tempéraments différents. Oui. Moi, je parle beaucoup. Et je dis tout haut ce que je pense. Alors, par moment... Alors que votre patron, si on peut le dire ainsi, avait un tout autre caractère. Bon, par moment, il y a eu des difficultés à cause de cela. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai décidé de renvoyer cette dame, cette Canadienne, et que j'ai déclarée persona non grata au pays, ce n'était pas une décision que le président Préval avait, je dirais, généreusement acceptée. Moi, il était, je crois, à la Jamaïque, à une réunion de la CARICOM. Et quand j'ai eu les déclarations de cette dame, qui, comme on dit en créole, qui t'a manqué président des gars, alors j'ai pas pu accepter. Et puis, pu accepter, j'ai appelé l'ambassadeur américain, j'ai appelé l'ambassadeur canadien, et je leur ai donné, avec une note écrite, 48 heures pour le départ, en fait, de cette dame. Et elle n'a pas passé 24 heures au pays. Alors, pour moi, il y a des moments où on ne doit pas être recherché, je dirais, on est à droite ou on est à gauche. On doit assumer ses responsabilités. C'est ainsi que je comprends. Mais, à mon avis, le président Préval a été, je ne dirais pas un excellent président, mais il a fait son travail de président au pays et il mérite de la patrie. Et c'est ce que vous allez probablement en fait reconnaître au moment de ses obsèques. Parce que c'est toute la nation haïtienne qui s'est sentie orpheline de cette mort du président Préval. Oui, vous avez raison. Si je voulais que j'ajoute quelque chose en une minute, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup plus aimer que haïr, comme d'autres présidents. René, effectivement, il passait bien. Il était humble, il conduisait son véhicule lui-même. Il n'y avait pas de grand cortège. Parfois, il faisait de la circulation aussi. Il faisait de la circulation. Il faisait quoi encore mais il n'était pas un jouisseur. Tout le monde on ne le connaissait pas comme un jouisseur. Il était proche des gens. Il y a plein d'anecdotes autour de lui. Et après son mandat, il a fait la queue à l'aéroport, on l'a vu. Voilà, on a montré cette sagesse, cette grande sagesse de lui. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, reste dans la mémoire des gens comme un président, pas comme les autres. Voilà. Mais il y a des reproches aussi qui sont adressés à M. Préval. Par exemple, le kidnapping, tout ça. Mais c'est pas lui le kidnapping. Il n'a pas dirigé avec fermeté. Et on le présente aussi comme un populiste. Il n'était pas populiste? Non, je ne dirais pas ça, si vous permettez. J'ai un petit fait à raconter. Je rencontrais le président Préval avec sa fille, Patricia Préval. On était 3 ce jour-là. Il m'avait demandé d'écrire pour lui, de faire pour lui une annonce, une sorte de spot, un message plutôt, pour être précis, après la catastrophe des Gonaïves en 2008. Et on se rencontre à 3. Et ensuite, la fille de Préval dit « Papa, voici Clarence est là, il est communicateur, il est journaliste. Et tu dois me dire pourquoi tu ne veux pas faire de la communication. » Et puis, j'ai dit « Mais président Préval, Patricia a raison, sa fille. Parce que si vous faites des choses, il faut les montrer, il faut les dire. » Il dit « Écoutez, vous savez, moi, la communication, non. Je ne fais pas ça. On va croire que je fais de la propagande. » Il avait peur de ça, d'être vu comme quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, s'auto-félicitait. De la personnalité. Il n'y avait pas de la personnalité du tout. Donc, oui, en gros, je crois qu'il a fait des choses. Et il faut avoir cette distance et aussi le courage de dire que, mais en termes d'œuvre, écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut. L'aéroport de Port-au-Prince aujourd'hui est l'aéroport Toussaint-Louverture, mais il fut un temps, c'était l'aéroport de François Duvalier. Ben, il l'a fait, il a construit des choses. Et c'est peut-être pas dans le style de René Préval,
Mais il manque ça, parce que qu'est-ce que le peuple retient, qu'est-ce qu'un pays retient d'un chef d'État? Ce n'est pas quelqu'un, oui, qui était un pacificateur quelque part, qui n'a pas voulu envenimer les crises, mais quand même, il faut laisser ses traces après son passage, au moins pour laisser des souvenirs dans la tête des gens. Alors, le problème, c'est que l'émission, en grande partie, devait être consacrée à l'Aube-Maître. Je vais me retirer très sagement. Et là, je suis déjà arrivé au terme de la première partie de l'émission, Clarence. Et là, je ne vais pas vous laisser partir, n'en déplaise à la programmation. Je ne vais pas vous laisser partir sans obtenir un petit mot sur Diodams. Oui. Et je pense que vous paraissez à l'aise pour vous prononcer en tant que journaliste sur le décès du président Préval. Évidemment aux côtés du professeur Alexis, qui était son premier ministre. Mais je ne sais pas si le professeur allait être aussi à l'aise que vous l'êtes pour parler de Diodams. Et on n'a jamais présenté le professeur Alexis comme musicien, comme mélomane. Peut-être, vous ne savez pas. Je veux dire, on n'a jamais parlé de lui. Et c'est le cas, PM, c'est le cas. Vous étiez. Alors, vous m'offrez l'occasion, et pendant que nous parlons de la mort du président Préval, de saluer la mémoire de Diodams, que j'ai connu à travers Radio Métropole comme animateur, je dirais, de soirée ou bien animateur musical. C'est un animateur compas que j'aime beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui s'intéresse à la musique locale, la musique haïtienne. Hier, par exemple, sur une chaîne de télévision, j'ai vu le Jazz des Jeunes, nouveau Jazz des Jeunes, se présenter. J'ai eu en mémoire Diodams, parce que Diodams, à l'arrivée de ce nouveau Jazz des Jeunes, Diodams a été un présentateur de la soirée, c'est vrai. Peut-être de la première soirée du nouveau Jazz des Jeunes. Donc, vous me donnez l'occasion de saluer sa mémoire. De même que je dois dire qu'il y a, pour Jacques-Édouard Alexis, universitaire, il y a une autre mort qui nous interpelle, c'est la mort de M. Thierry Gardère. Monsieur Thierry Gardère est un mécène, c'est un homme qui fait partie de la fondation du groupe Educat, le groupe Educat qui a beaucoup aidé avec Ralph Auguste, Michael Auguste, qui a beaucoup aidé au développement de l'université Quisqueya. Donc je ne peux ne pas saluer cette disparition, ou du moins la mémoire de Thierry, en fait, qui a disparu brutalement. Mais on peut même dire que le début de ce mois de mars est plutôt cruel. Meurtrier. Il y a aussi le sénateur Julio Larosilière qui est parti aussi. Oui, alors j'ai appris ça récemment. Il y a aussi le propriétaire de l'hôtel Royal Haitian. Donc là, vraiment... Début de mois meurtrier, effectivement. Alors pour moi, rapidement... Oui, alors pour Dio. Moi, le souvenir de Dio, c'est le souvenir d'un collaborateur, toujours rieur, qui blaguait toujours, mais aussi était un professeur pour moi. Dio, quand je suis arrivé à Métropole... Pour nous. Quand je suis arrivé à Métropole, il m'a accueilli comme son fiston. Comme il appelait tout jeune journaliste, tout jeune animateur qui venait à Radio Métropole, fiston. Et moi, je l'appelais Dio le père. Vous voyez le jeu de mots, si vous voulez. Dio le père, comme Dieu le père. Voilà. Et il aimait ça. C'est quelqu'un qui ne faisait pas marchand, ne se faisait pas prier pour vous faire des commentaires, des compliments ou aussi des remarques. Pour vous encourager. Encourageant. Non, c'est pour vous construire. Il m'a aidé dans ma construction. Joe pouvait vous dire, écoutez, ce matin vous avez dit quelque chose, je ne suis pas content, mais il pouvait vous dire aussi, je suis fier de mon fiston parce que vous avez fait telle chose et je trouve que c'est bien. C'est quelqu'un qui avait ce côté-là. La deuxième expérience que j'ai eue avec lui aussi, c'est dans le feuilleton de Sophia Désir, rédigé par Sophia Désir. VIP, Vanité, Intrigue, Passion, où Dio aussi avait de la classe. Et comme vous le disiez... Dans le rôle de Christian. Dans le rôle de Christian. Et c'est la classe. Dio, c'est quelqu'un qui avait un français châtié. Et les gens de Port-au-Prince qui écoutaient effectivement la radio pouvaient vous dire que ce monsieur-là, on ne se passait pas de l'écouter, on ne se fatiguait pas de l'écouter parce qu'il disait des choses. Il avait un verbe et une verve en parlant qui charmait tout le monde, avec une voix aussi qui était la sienne. Unique.
Joe était rare, et son style était plutôt rare. Voilà. Et puis toujours fin, élégant, bien vêtu, etc. C'était Joe Damas. Donc on en garde un souvenir ému. Et Bon, on est très touché aussi de On cette est très touché, disparition. on savait qu'il était souffrant, mais quand la nouvelle est tombée, ça a eu l'effet d'une bombe. C'est un choc, oui. Oui, moi ça m'a choqué. Et ce matin encore, en écoutant Sophia Désir, qui racontait ce qu'elle a vécu avec Joe, écoutez, à la radio ce matin dans les nouvelles, on ne pouvait pas contenir ses larmes. Ouais. Alors, merci Clarence. Merci Clarence. Le professeur va rester avec nous pour parler de l'OBMEC. C'est la raison fondamentale pour laquelle... C'est un plaisir d'être avec vous et de vous revoir. J'espère qu'on va se revoir. Absolument. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Renoir et le professeur Jacques-Édouard Alexis. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre fidélité. Jacques-Édouard Alexis, professeur et membre de l'OBMEC, si je peux l'appeler ainsi. L'OBMEC qui est l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Et le commerce. Donc vous êtes là avec nous ce matin pour nous parler de ces ateliers qui vont se tenir, un en République dominicaine et l'autre en Haïti, et pour discuter des recommandations produites par les chercheurs. Exactement. Vous faites partie de l'équipe. Oui, je suis le directeur AI de l'Observatoire, de l'OBMEC, Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Et j'ai remplacé, je dirais, Madame Dr Rachel Doucette, qui en était la directrice, mais qui a dû partir, qui a dû laisser Haïti pour raison de santé et rentrer. Oui, je l'ai reçu à plusieurs reprises ici. Alors, l'OBMEC, cet observatoire, c'est une initiative d'universités haïtiennes et dominicaines qui se sont mises ensemble pour réfléchir sur la situation des relations entre les deux pays, Haïti et République dominicaine. Alors, l'OBMEC est le fruit des premières réflexions de ces universités. Elles ont pensé qu'il était indiqué de mettre en place un observatoire pour mieux analyser, pour mieux comprendre ces relations haïtiennes et dominicaines et pour pouvoir faire des recommandations non seulement aux dirigeants politiques du pays, mais également aux deux sociétés civiles, société civile dominicaine, société civile haïtienne, aux différents organismes, ONG, qui travaillent en Haïti et en République dominicaine et sur ces relations-là. Alors, il y a environ 4 ans que l'université Quisqueya et l'université, la UNAPEC, en République dominicaine, avaient pris l'initiative de se rencontrer pour discuter en fait de cette idée de travailler ensemble sur les relations haïtiennes et dominicaines. Finalement, fruit de cette concertation, il y a eu 4 universités haïtiennes et du côté dominicain, 5 universités dominicaines qui ont eu à se mettre ensemble pour faire des réflexions. Non, pour créer d'abord le consortium d'universités haïtiano-dominicaines. Il y a un consortium qui a été monté. Et premier travail de ce consortium, c'est la mise en place de l'observatoire. Donc l'observatoire aura à travailler, je dirais de façon parallèle, quand on sait qu'il y a aussi une commission mixte des deux pays. Donc l'observatoire, c'est une initiative privée. Et oui, d'université. D'université, comme cela se passe dans tous les pays organisés. Les universités accompagnent la société, accompagnent les gouvernants et leur proposent, je dirais, des idées ou bien encore des résultats de recherche pour qu'ils puissent, ces gouvernants, prendre les meilleures mesures pour faire avancer la cause
de la société concernée. Et l'OBMEC, lui, travaille sur la migration, l'éducation, l'environnement, le commerce. Oui, tout à fait. Ce sont les 4 premières thématiques privilégiées par l'OBMEC. Comme, en fait, je pense que tout le monde va comprendre que Haïti et la République dominicaine ne peuvent pas laisser, je dirais, ces situations se détériorer, se dégrader. Donc, qu'il s'agisse du commerce, nous avons des contentieux à vider. Qu'il s'agisse de la migration, c'est quotidiennement que dans les deux pays, on entend les problèmes, etc., les difficultés rencontrées soit par nos frères et sœurs haïtiens qui tentent d'aller en République dominicaine, ou bien qui vivent en République dominicaine, ou bien encore les difficultés que sur la frontière. Parce qu'il y a, lorsqu'on parle d'Haïti et de la République dominicaine, c'est pas seul, il ne faut pas voir seulement les deux pays, il faut voir, comme certains tentent de le dire, un troisième pays qu'ils appellent la frontière haïtiano-dominicaine. Oui. Maintenant, très certainement, il y a eu des réflexions, il y a eu des recherches, des résultats ont été également obtenus. Et là, bientôt, on va se mettre ensemble, on va s'asseoir pour réfléchir et produire des recommandations, ou bien encore les recommandations ont été déjà produites et vous allez travailler dessus. Nous avons des équipes de recherche binationales, c'est-à-dire sur chacune de ces thématiques. Commerce, éducation, environnement, migration. Il y a des équipes composées de chercheurs haïtiens et de chercheurs dominicains qui ont travaillé ensemble, qui ont mené des activités de recherche sur chacune de ces thématiques, qui ont produit leurs rapports. Ces rapports viennent avec un certain nombre de conclusions, un certain nombre de résultats. Et comme ce travail qui est réalisé par les universités ne concerne pas uniquement les chercheurs, les professeurs, ça concerne l'ensemble des deux sociétés. Donc nous avons pensé qu'il était indiqué, nous avions prévu qu'il était indiqué de vulgariser l'ensemble de ces résultats. Nous avons commencé à avoir des ateliers, des séminaires sur ces résultats. Et il a été prévu dans le contrat que nous avons avec notre bailleur de fonds. Parce que le bailleur de fonds, c'est l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne en Haïti et le bureau de l'ordonnateur national. Dans le cadre de ce contrat, il a été prévu que ces résultats devaient être partagés avec les deux gouvernements, et également avec certains organismes de la société civile des deux pays s'intéressant aux relations entre les deux pays. Et là, nous sommes en train de partager ces résultats et avec notamment les deux branches de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Et pour, je dirais, clore le tout, il est prévu la tenue de 2 ateliers. Le premier à Santo Domingo, c'est jeudi prochain. Ce jeudi. Ce jeudi, en fait, jeudi de cette semaine. Et le second en Haïti, vendredi. Alors, ces résultats vont être... Non, vous avez dit, je n'ai pas bien saisi. Oui. Un premier, ce sera en République dominicaine ce jeudi. Ce jeudi. Et le deuxième? Le vendredi 10. Donc, ce n'est pas la même équipe qui travaille dans les 2 ateliers? Non. Il y a une première équipe qui sera en République dominicaine. Il va y avoir une délégation de l'OBMEC à aller en République dominicaine dès demain après-midi. Mais parallèlement? Parce que ce que je n'ai pas dit, qui est important à souligner, c'est que l'OBMEC c'est l'université Quisqueya qui a le lead de l'OBMEC. Donc c'est l'université Quisqueya qui gère le projet OBMEC. OK. Et il y a des chercheurs haïtiens et dominicains qui ont été mobilisés pour ce travail. Ces chercheurs vont être présents à ces ateliers. OK. Donc le travail va se faire simultanément dans les 2 pays? Non, bon, c'est-à-dire que 2 jours suivis, un jour en République dominicaine, un jour en Haïti. OK. Bon, là, il y a eu un petit malentendu. Je pensais qu'on allait travailler séparément et en République dominicaine et en Haïti. Non, pas le même jour. Pas le même jour. Jeudi,
République dominicaine et vendredi Haïti. Quels sont donc les obstacles auxquels vous faites face dans la mise en œuvre de, je ne sais pas, de vos réflexions, des recherches, tout ça? Pas de difficultés dans l'économie? Beaucoup de difficultés. Je pense que nous devons saluer l'effort et le travail qui ont été réalisés par les chercheurs, tant du côté d'Haïti que du côté de la République dominicaine, parce que ce n'était pas facile. Déjà, c'est la méfiance. Ces deux peuples n'étaient jamais arrivés à travailler ensemble. Donc, pour faire travailler les chercheurs dominicains et les chercheurs haïtiens, ce n'était pas donné. Il y a eu beaucoup de difficultés. Dans un premier temps, non seulement les barrières linguistiques ont pu être sautées facilement, mais il y a eu de la méfiance. Est-ce que ce que dit un chercheur, par exemple, la semaine dernière, il y a eu des problèmes. On présentait un atelier sur la migration en Haïti. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits en République dominicaine à partir de ce qui a été dit en Haïti sur les résultats de la migration. C'est le professeur Jean-Marie Théodat qui a coordonné le travail sur la migration du côté haïtien et du côté de l'équipe, en fait, des deux pays. Certainement, la question de la nationalisation, la dénationalisation était également évoquée? Probablement dans les discussions, mais ce n'était pas l'objet de la recherche. Mais évidemment, quand on parle de la migration, on ne peut pas ignorer ces réalités, en fait, qui sont là, qui nous crèvent les yeux. Donc, et ces questions ont été dans les discussions, notamment dans les échanges entre les participants. Mais comment vous avez réussi à juguler la méfiance, par exemple, à contourner la méfiance aussi? Mais nous sommes des universitaires. Nous devons nous attacher aux résultats, disons, à la science. À la science. À ce qui se dit, et ça a permis, je dois dire, ça a permis une entente qui a favorisé le travail réalisé par les chercheurs. Je dois dire aussi que de bonnes relations ont pu être établies entre les recteurs, notamment entre le recteur de l'université Quisqueya, le professeur Jacques Lumac, et un ancien recteur de l'université Madre y Maestra en République dominicaine. Je veux parler de Monseigneur Agripino Núñez. Et également l'ancien recteur de l'université APEC. Donc tout ceci a favorisé le travail. L'actuel ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, le docteur Ruben Sillier. Ruben, c'est un universitaire bien connu à Saint-Domingue. Ruben moi je l'ai rencontré quand j'étais peut-être directeur des études de la faculté d'agronomie. Depuis lors, on s'est liés d'amitié et nous avons pu travailler ensemble. Je dois avouer que même pour créer Quisqueya, j'ai dû faire des missions en République dominicaine pour aller regarder le secteur privé de l'enseignement supérieur en République dominicaine. Ruben et d'autres confrères dominicains nous avaient beaucoup aidés à avancer de la planification de la mise en œuvre de Quisqueya. Professeur Jacques-Éloi Alexis, on entend souvent dire que quand dans d'autres pays, une société ou encore la société fait face à certaines difficultés, on regarde l'université. Mais en ce qui concerne un problème ou encore des problèmes auxquels font face deux pays, est-ce que vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui à l'intérieur de l'OBMEC augure d'un avenir meilleur dans les relations entre les deux peuples? Je suis tout à fait confiant de ce côté. Parce que on est parti de l'idée que les relations entre les deux peuples, c'est le peuple dominicain et le peuple haïtien, ces relations sont tellement importantes pour l'avenir de ces deux sociétés que nous ne devons pas les laisser uniquement entre les mains de politiciens. Qu'il s'agisse de politiciens au gouvernement ou bien de politiciens dans l'opposition. Nous devons travailler à rendre acceptables les relations entre les deux pays lorsque nous mobilisons les sociétés civiles, différentes organisations civiles, dont l'université. C'est nous avons une foi ardente dans cette compréhension des choses. Et à notre avis, ces résultats, nous devons travailler à les vulgariser. Je peux vous dire que ces ateliers que nous allons avoir jeudi et vendredi en République dominicaine en Haïti ont pour ambition, parce que ce sont des chercheurs qui ont produit ces résultats.
Alors, ils peuvent, ces résultats, je dirais, avoir peut-être un aspect académique, ou bien encore, on est dans les... Dans la théorie. Dans la théorie. Donc, il faut traduire en politique publique. Mais quel est le rôle que la société dans son ensemble peut jouer, professeur? Le rôle, c'est... les chercheurs expliquent ce qu'ils ont trouvé, leur méthodologie, les résultats en fait qu'ils ont eus, et ces chercheurs font des recommandations. Et ces recommandations, nous devons les rendre à la portée, et je dirais, des sociétés civiles. Et à ce moment-là, nous induisons... Oui, mais nous savons aussi que ce sont les gouvernants qui doivent prendre certaines décisions. Non, les gouvernants doivent prendre des décisions, mais si on se mobilise pour que les gouvernements n'aillent pas dans des décisions qui sont contre les intérêts des deux peuples, donc on peut avoir satisfaction. De ce côté-là, nous avons, je dis, l'ambition de pouvoir, à travers cette mobilisation des sociétés civiles, des organismes de la société civile, nous avons l'ambition de pouvoir faire des recommandations acceptées par les gouvernants. Par exemple, sur les questions de commerce, les questions de migration, nous avons une situation d'étudiants haïtiens en République dominicaine, et d'étudiants qui partent pour aller étudier en République dominicaine. Nous devons rendre, absolument, nous devons rendre l'enseignement supérieur haïtien en mesure de recevoir plus d'étudiants. Il y a là un problème d'abord de capacité. Et puis de conditions de l'enseignement supérieur, conditions des enseignants, conditions des étudiants. Nous devons être capables d'offrir un minimum aux professeurs et aux étudiants pour que les étudiants au niveau du BS, au niveau du premier diplôme, du premier grade universitaire, ils n'aient pas ce besoin d'aller à l'étranger. Ce n'est pas seulement en République dominicaine, d'aller à l'étranger. Nous devons former nos jeunes au niveau de la licence en Haïti. Ça, c'est toute une politique, oui, professeur. Absolument, absolument. Donc, nous devons faire des recommandations aux gouvernants. Et en Haïti, nous devons le reconnaître, nous avons un retard extraordinaire à combler par rapport à la République dominicaine. Nous devons être conscients de ça. Mais après les recommandations, qu'est-ce qui va se passer? Après les recommandations, et ces recommandations qui sont étudiées, qui seront bonifiées, qui seront enrichies et à travers ces deux ateliers, ces recommandations vont être envoyées aux gouvernants. Et après? Au gouvernant maintenant. En termes de suivi, qu'est-ce qui va se passer? En termes de suivi. Est-ce que l'OBMEC va disparaître? Non, l'OBMEC ne va pas disparaître. Parce que l'OBMEC, ce n'est pas le produit de l'Union européenne, ce n'est pas le produit du financement du bon ou bien de l'Union européenne. L'OBMEC est, comme je l'ai dit, c'est le premier produit du consortium universitaire. Donc, nous sommes en train déjà de réfléchir à une deuxième phase de l'OBMEC. Par exemple, au niveau de l'université Quisqueya, il est question de créer une chaire d'études dominicaines à l'université Quisqueya, en Haïti. Moi, quand je vais à la chancellerie dominicaine, en République dominicaine, ce que j'ai constaté, c'est tous ceux et celles, d'abord, le département haïtien à la chancellerie dominicaine, c'est le deuxième département après celui des États-Unis. Oui. Et ceci s'explique? Parce que l'intérêt des relations... L'intérêt est énorme pour les Dominicains. Non, intérêt énorme. Vous avez le commerce, c'est extraordinaire. Ce que nous avons, les rentrées nettes de devises sur les deux pays. Rentrées nettes, c'est extraordinaire pour la République dominicaine. Et deuxièmement, ce que j'ai voulu dire, ce que nous avons constaté, c'est tous ceux et celles qui travaillent à ce département haïtien en République dominicaine. Ce sont des gens qui ont fait leur mémoire de fin d'études, de licence, sur Haïti, ou bien qui ont leur doctorat, leur PhD, ou bien qui ont un master où ils ont fait un mémoire sur Haïti. Donc, ils préparent ceux et celles qui doivent les aider à prendre des décisions sur Haïti. Ce que nous n'avons pas en Haïti. Maintenant, laissez-moi m'adresser à l'ancien Premier ministre. Pourquoi les Dominicains, à votre avis, accordent autant d'importance au dossier haïtien ou encore aux relations entre les deux peuples, alors que nous autres, ici en Haïti, nous avons l'impression qu'on n'accorde pas de l'importance à tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il faut aller à la base. À mon avis, qu'est-ce que nous avons eu comme
je dirais, schéma politique. C'est la politique d'abord qu'il faut questionner, il faut interroger. En République dominicaine, vous trouvez des partis politiques en République dominicaine. Des partis qui existent. Et c'est là, c'est dans le laboratoire des partis qu'on commence à réfléchir sur ces relations entre Haïti et la République dominicaine. Ce qu'est en train de faire le président dominicain, c'est pas de son cru sur les relations haïtiennes et dominicaines, c'est quelque chose qui est figé en termes de réflexion depuis peut-être plus de 20 à 30 ans. Tous les gouvernements qui passent savent qu'il y a un comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis d'Haïti. Ce que nous n'avons pas fait, nous autres, nous improvisons. Absolument, c'est ça la grande réalité. Et c'est là le problème. Donc, il faut prendre les choses à la base. Rouben Silier, qui est ambassadeur ici, Rouben a été à l'INTEC, il a été à ce qu'on appelle le Flaxo. La Flaxo, la Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales. Rouben a fait beaucoup d'études sur Haïti. Et c'est pourquoi il est là. Bon, je vais vous donner... Je me rappelle quand il y a eu des problèmes sur la pâte de tomate. Les importateurs de la pâte de tomate en Haïti disaient que la pâte de tomate fabriquée localement n'était pas de qualité. Moi, j'étais jeune professeur à Damien, et j'ai pris un étudiant, je lui ai demandé de travailler sur cette problématique de la qualité des pâtes de tomate consommées en Haïti. Ce que nous avons pu remarquer à ce moment-là, c'est que les meilleures statistiques sur cette question, ce n'est pas au ministère du Commerce et de l'Industrie qu'on les a trouvées, c'est à un office que les Dominicains avaient monté chez eux, alors cet office avait une succursale en Haïti, c'était à l'ALU. C'est là qu'on a trouvé les meilleures statistiques. Sur le commerce des pâtes de tomates en Haïti. Donc, nous n'avons pas eu une approche scientifique de la gestion du pays. C'est ça, en fait, le grand problème. Donc, vous pensez qu'il y a possibilité de, disons, non seulement d'adresser, mais d'améliorer les choses entre Haïti et la République dominicaine? C'est 1000 fois sur le métier, même si, dans un premier temps, nous ne sommes pas compris. Oui, mais pour y arriver, professeur, tout le monde, en fait, chaque secteur, chaque parti doit jouer son rôle. Le gouvernement, la société civile, tout le monde doit s'y mettre. Par exemple, sur les questions de production, d'importation de produits dominicains en Haïti, la question de la qualité est une question fondamentale. Nous devons être capables, parce que je ne peux pas dire... Non, mais est-ce que vous allez adresser, est-ce que dans les recherches que vous effectuez à travers l'OBMEC, est-ce que cette problématique est aussi, ce problème est aussi adressé? Absolument, parce que je vous ai parlé du commerce, qui est une des thématiques adressées. Donc, nous avons pu remarquer ce problème. Il y a des choses que nous importons de la République dominicaine, que nous pouvons produire chez nous, qui étaient produites chez nous. Mais malheureusement, les crises que nous avions connues... Nous en avons tellement connu. Donc, on fait que aujourd'hui, Haïti est tributaire de la République dominicaine pour avoir ces produits. Donc, nous devons remettre la population au travail, remettre le secteur rural, le secteur de la production paysanne. On doit mettre ce secteur au travail, lui donner de l'importance, lui affecter les budgets nécessaires. Merci, professeur Jacques-Édouard Alexis. Rapidement, on rappelle qu'il y a une délégation qui quitte Haïti cette semaine, demain, et qui doit se rendre en République dominicaine où se tiendra le premier atelier sur les recommandations des chercheurs sur le commerce, la migration, l'environnement et l'éducation. Alors que, parallèlement, en fait, vendredi, en Haïti, nous aurons également l'atelier, notre atelier propre ici, en Haïti. Alors, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de participation, que la presse soit présente, que les organismes s'intéressant aux relations de pays se montrent également présents, et que nous puissions ainsi leur faire part des résultats déjà obtenus et qu'ils puissent réagir par rapport à ça. Parce qu'ils ont un vécu qui nous intéresse énormément et de ce vécu, nous pouvons enrichir ce que nous avons comme résultat.
Merci, professeur Jacques-Édouard Alexis. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole aujourd'hui. Bonne semaine et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis très, comme je l'ai dit tantôt, je suis très heureux d'être avec vous, en fait, d'avoir été avec vous ce matin. D'autant que vous... Pour parler à la fois de l'OBMEC et de la mort de notre président, le président René Préval. Voilà, merci encore une fois, professeur, et à bientôt. Merci, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.